cacahuètes. Bon, alors. Donc, chapitre 10, le voyage. Toute la nuit se passa dans un grand affairement, à mettre des choses en place et à recevoir des canaux remplis d'amis du chevalier, et entre autres Monsieur Blandy, qui vinrent lui souhaiter bon voyage et prompt retour. Il n'y eut jamais de nuit à l'amiral Benbow où je travaillais moitié autant, et lorsqu'un peu avant le jour le sifflet du maître d'équipage retentit et que l'équipage se disposa au bar de Cabestan, j'étais exténué. Mais même 2 fois plus las, je n'aurais pas quitté le pont. Tout y était trop nouveau pour ma curiosité. Les brefs commandements, le son aigu du sifflet, les hommes courant à leur poste dans la faible clarté des falots du bord. « Allons, cochon rôti, donne-nous un refrain !» lança quelqu'un. « Celui de jadis !» cria un autre. « Bien, camarade, » répondit Long John, qui se tenait auprès d'eux, reposant sur sa béquille. Et aussitôt, il attaqua l'air et les paroles que je connaissais que trop. Nous étions 15 sur le coffre du mort, et tout l'équipage reprit en chœur « Yo-ho et une bouteille de rhum !» Et au 3e ho, tous poussèrent ensemble sur les barres de Cabestan. Malgré la minute palpitante, je fus reporté sur l'instant à l'amiral Benbow et je crus entendre se mêler au cœur la voix du capitaine. Mais, coup sur coup, l'ancre sortit de l'eau, ruisselante, s'accrocha au bossoir, puis les voiles prirent le vent, et la terre et les navires défilèrent à droite et à gauche. Avant que je me fusse couché pour prendre une heure de repos, le voyage de l'Hispaniola avait commencé et elle voguait vers l'île au trésor. Je ne relaterai pas en détail ce voyage. Il fut des plus favorisés. Le navire se montra excellent, les gens de l'équipage étaient de bons matelots, et le capitaine connaissait à fond son métier. Toutefois, avant d'atteindre l'île au trésor, il se produisit 2 ou 3 incidents que je dois rapporter. Pour commencer, M. Harrow se révéla pire encore que ne le craignait le capitaine. Il n'avait pas d'autorité sur les hommes, avec lui on ne se gênait pas, mais ce n'était pas le plus grave, car après 2 ou 3 jours de navigation, il ne montra plus sur le pont qu'avec les yeux troubles, les joues enflammées, une langue balbutiante. Bref, avec tous les symptômes de l'ivresse. À plusieurs reprises, il fut mis aux arrêts. Parfois, il tombait, se blessait, ou bien il passait toute la journée, étendu dans son hamac de la dunette. D'autres fois, pour un jour ou 2, il était presque de sang-froid et remplissait à peu près ses fonctions. Cependant, quand nous n'arrivions pas à découvrir d'où il tenait son alcool. C'était l'énigme du bord. Malgré toutes nos recherches, nous ne pûmes la résoudre. L'interrogeait-on directement ? Il vous riait au nez quand il était ivre, et s'il était de sang-froid, il jurait ses grands dieux qu'il ne prenait jamais autre chose que de l'eau. Non seulement il était mauvais officier et d'un fâcheux exemple pour les hommes, mais de ce train il allait directement à la mort. On fut peu surpris, et guère plus chagriné quand par une nuit noire où la mer était forte et le vent debout, il disparut, définitivement. Un homme à la mer, prononça le capitaine. Ma foi, messieurs, cela nous épargne l'ennui de le mettre au fer. Mais cela nous laissait dépourvus de second. Il fallut donc donner de l'avancement à l'un des hommes. Job Anderson, le maître d'équipage, était à bord le plus qualifié, et tout en gardant son ancien titre, il joua le rôle de second. M. Trelawney avait navigué, et ses connaissances nous servirent beaucoup, car il lui arrivait de prendre lui aussi son quart, par temps maniable. Et le quartier-maître, Israel Hans, était un vieux marin d'expérience, prudent et avisé, en qui on pouvait avoir pleine confiance en cas de nécessité. C'était le grand confident de Long John Silver, et puisque je viens de le nommer, je parlerai de notre maître coq, cochon rôti, comme l'appelait l'équipage. À bord, pour avoir les 2 mains le plus libres possible, il portait sa béquille suspendue à une courroie passée autour du cou. C'était plaisir de le voir caler contre une cloison le pied de cette béquille et, arc-bouté dessus, suivant toutes les oscillations du navire, faire sa cuisine comme sur le plancher des vaches. Il était encore plus curieux de le voir circuler sur le pont au plus fort d'une bourrasque. Pour l'aider à franchir les intervalles trop larges, on avait disposé quelques bouts de ligne, qu'on appelait les boucles d'oreilles de Long John. Il se transportait d'un lieu à l'autre, soit en usant de sa béquille, soit en la traînant par la courroie, aussi vite que n'importe qui. Mais ceux des hommes qui avaient jadis navigué avec lui s'apitoyaient à l'en voir réduit là. « Ce n'est pas un homme ordinaire, cochon rôti, me disait le quartier-maître. Il a reçu de l'instruction dans sa jeunesse, et quand ça lui chante, il parle comme un livre. Et d'une bravoure, un lion n'est rien comparé à Long John. Je l'ai vu, seul et sans armes, empoigner 4 adversaires et fracasser leurs têtes les unes contre les autres. Tout l'équipage l'aimait, et voire lui obéissait. Il avait la manière de leur parler à tous et de rendre service à chacun. Envers moi, il était d'une obligeance inlassable et toujours heureux de m'accueillir dans sa cuisine, qu'il tenait propre comme un sous-neuf, et où l'on voyait les casseroles reluisantes pendues au mur, et dans un coin, une cage avec son perroquet.
Allons, Hawkins, me disait-il, viens faire la causette avec John. Tu es le bienvenu entre tous, mon fils. Assieds-toi pour entendre les nouvelles. Voici Capitaine Flint. J'appelle mon perroquet ainsi en souvenir du fameux flibustier. Voici Capitaine Flint qui prédit la réussite de notre voyage. Pas vrai, capitaine? Et le perroquet de prononcer, avec volubilité, pièce de 8, pièce de 8, pièce de 8, jusqu'au moment où John couvrait la cage de son mouchoir. Vois-tu, Hawkins, me disait-il, cet oiseau est peut-être âgé de 200 ans. Ils vivent parfois plus que cela, et le diable seul a vu plus de crimes que lui. Il a navigué avec England, le grand capitaine England, le pirate. Il a été à Madagascar, au Malabar, à Suriname, à Providence, à Portobello. Il assistait au repêchage des galions de la Plata. C'est là qu'il a appris, pièce de 8. Et rien d'étonnant, il y en avait 350 000 à Hawkins. Il se trouvait à l'abordage du vice-roi des Indes, au large de Goa lui-même. À le voir, on croirait un innocent, mais tu as flairé la poudre, hein, capitaine? Garde à vous, paré à virer, glapissait le perroquet. Ah, c'est un fin matois, disait le coq, en lui donnant du sucre tiré de sa poche. Et l'oiseau becquetait au barreau et lançait une bordée de blasphème d'une abomination à faire frémir. C'est ainsi, mon gars, ajoutait John, tel qui touche à la poisse en barbouille. Témoin, ce pauvre vieil innocent d'oiseau, qui jure feu et flamme et n'en sait rien, bien sûr. Il jurerait tout pareil, si j'ose dire, devant un curé. Et John portait la main à son front avec une gravité particulière que je jugeais des plus édifiantes. Cependant, le chevalier et le capitaine Smollett se tenaient toujours sur une défensive réciproque. Le chevalier n'y allait pas par 4 chemins. Il détestait le capitaine. Le capitaine, de son côté, ne parlait que pour répondre aux questions, et encore de façon très nette, brève et sèche, sans un mot de trop. Il reconnaissait, une fois mis au pied du mur, qu'il s'était apparemment trompé sur le compte des hommes, que certains étaient actifs à souhait, que tous s'étaient fort bien comportés jusqu'ici. Quant au navire, il avait conçu pour lui un goût extrême. Il navigue au peu près mieux qu'en étant droit dans l'attente de sa propre épouse, monsieur. Mais, ajouta-t-il, tout ce que je puis dire, c'est que nous ne sommes pas encore rentrés chez nous, et que je n'aime pas cette croisière. Le chevalier, là-dessus, se détournait, et arpentait le tillac d'un bout à l'autre, le menton relevé. Cet homme m'exaspère, disait-il. Pour rien, j'éclaterai. Nous rencontrâmes un peu de gros temps, et l'Hispaniola n'en montra que mieux ses qualités. Tout le monde à bord du paraissait enchanté, il ne pouvait guère aller autrement, car jamais équipage ne fut plus gâté, je crois, depuis que Noé mit son arche à la mer. Le double grog circulait sous le moindre prétexte, on servait de la tarte aux prunes en dehors des fêtes, par exemple si le chevalier apprenait que c'était l'anniversaire de quelqu'un de l'équipage, et il y avait en permanence sur le pont une barrique de pommes où puiser qui voulait. Ces manières-là, disait le capitaine au docteur Livesey, n'ont jamais profité à personne, que je sache. Gâtez les matelots, vous en faites des diables. Voilà ma conviction. Mais la barrique de pommes nous profita, comme on va le lire, car sans elle, rien ne nous eût avertis, et nous périssions tous, par trahison. Voici comment la chose arriva. Nous avions remonté les alizés pour aller chercher le vent de l'île que nous voulions atteindre. Je ne suis pas autorisée à être plus précis. Et nous courions vers elle en faisant bonne veille, jour et nuit. C'était à peu près le dernier jour de notre voyage d'aller. Dans la nuit, ou au plus tard le lendemain de la matinée, l'île au trésor serait en vue. Nous avions le cap au sud-sud-ouest, avec une brise bien établie par le travers et une mer belle. L'Hispaniola se balançait régulièrement, et son beaupré soulevait par intervalles une gerbe d'embrun. Toutes les voiles portaient, hautes et basses. Comme la première partie de notre expédition tirait à sa fin, chacun manifestait la plus vaillante humeur. Le soleil venait de se coucher, j'avais terminé ma besogne et je regagnais mon hamac, lorsque je m'avisai de manger une pomme. Je courus sur le pont, les gens de quart étaient tous à l'avant, à guetter l'apparition de l'île, l'homme de bar surveillait le loft de la voilure et sifflait tranquillement un air. À part ce son, on n'entendait que le bruissement des flots contre le taille-mer et les flancs du navire. J'entrai tout entier dans la barrique de pommes, qui était presque vide, mis accroupi dans le noir. Le bruit des vagues et le percement du navire étaient sur le point de m'assoupir, lorsqu'un homme s'assit bruyamment tout contre. La barrique oscilla sous le choc de son dos. Je m'apprêtais à sauter au dehors quand l'homme se mit à parler. Je reconnus la voix de Silver, et il n'avait pas prononcé 10 mots que je ne me serais plus montré pour rien au monde. Je restais là, tremblant, aux écoutes, dévoré de peur et de curiosité. Par ces 10 mots, je devenais désormais responsable de l'existence de tous les honnêtes gens du bord. Chapitre 11. Ce que j'entendis dans la barrique de pommes. Non pas, dit Silver, Flint était capitaine, moi quartier-maître, à cause de ma jambe de bois. J'ai perdu ma jambe dans la même bordée qui lui a coûté la vue à ce pauvre vieux Pew.
Celui qui m'amputa était docteur en chirurgie, avec tous ses grades universitaires, du latin à revendre et je ne sais quoi encore, mais n'empêche qu'il fut pendu comme un chien et sécha au soleil avec les autres, à Corso-Castel. C'étaient des hommes de Robert, ceux-là, et tout leur malheur vint de ce qu'ils avaient changé les noms de leurs navires, la Royale Fortune, etc. Or, quand un navire est baptisé d'une façon, je dis qu'il doit rester de même. C'est ainsi qu'on a fait avec la Cassandra, qui nous ramena tous sains et saufs à Malabar, après qu'England ait capturé le vice-roi des Indes. De même pour le vieux Valrus, le navire de Flint, que j'ai vu ruisselant de carnage et chargé d'or, à couler. Ah s'écria une autre voix. Celle du plus jeune marin du bord, évidemment, plein d'admiration. C'était la fleur du troupeau que Flint. Davis était aussi un gaillard, sous tout rapport, reprit Silver. Mais je n'ai jamais navigué avec lui. D'abord avec England, puis avec Flint, voilà tout. Cette fois-ci, pour mon propre compte, en quelque sorte. Du temps d'England, j'ai mis de côté 900 livres, et 2000 après Flint. Ce n'est pas mal pour un homme de l'avant. Le tout déposé en banque. Gagner, ce n'est rien, c'est conserver qui importe, croyez-moi. Que sont devenus tous les hommes d'England à présent? Je l'ignore. Et ceux de Flint? La plupart sont ici, à bord. Bien aise d'avoir de la tarte. Avant cela, ils mendiaient, certains. Le vieux Pew, après avoir perdu la vue, n'eut pas honte de dépenser 1200 livres en un an, comme un grand seigneur. Et où est-il maintenant? Bien maintenant il est mort, et à fond de cale. Mais les 2 années précédentes, misère, il crevait de faim. Il mendiait, il volait, il égorgeait, et avec ça il crevait la faim, par tous les diables. Ça ne vaut vraiment pas le coup, en somme, dit le jeune matelot. Pour les imbéciles, non, ça ne vaut pas le coup. Ni ça, ni autre chose, s'écria Silver. Mais tiens, écoute, tu es jeune. C'est vrai, mais tu es sage comme une image. J'ai vu cela du premier coup d'œil, je te parle comme à un homme. On peut se figurer ce que j'éprouvais en entendant cet infâme vieux fourbe employer avec un autre les mêmes termes flatteurs dont il avait usé avec moi. Si j'en avais eu le pouvoir, je l'aurais volontiers tué à travers la barrique. Cependant, il poursuivit, sans guère soupçonner que je l'écoutais. Tel est le sort des gentilshommes de fortune. Ils ont la vie dure et risquent la corde, mais ils mangent et boivent comme des coqs en pâte, et quand vient la fin d'une croisière, ce sont des centaines de livres qu'ils ont en poche, au lieu de centaines de liards. Alors, presque tous se mettent à boire et à se donner du bon temps, et on reprend la mer avec sa chemise sur le dos. Mais moi, c'est pas mon genre. Je place tout, un peu ici, un peu là, et nulle part de trop, crainte des soupçons. J'ai 50 ans, remarque. Une fois de retour de cette croisière, je m'établis rentier pour de bon. Et ce n'est pas trop tôt, diras-tu. Oui, mais j'ai vécu à l'aise dans l'intervalle. Jamais je ne me suis rien refusé. J'ai dormi sur de la plume, mangé du bon, tout le temps, sauf en mer. Et comment ai-je commencé? À l'avant, comme toi. Soit, dit l'autre, mais tout l'argent que tu avais est perdu maintenant, pas vrai? Tu n'oseras plus te montrer dans Bristol après ce coup-ci. Ah bah, où penses-tu donc qu'il est? Demanda Silver, ironique. À Bristol, dans les banques et ailleurs, répondit son compagnon. Il y était. Il y était encore quand nous avons levé l'ancre, mais ma vieille bourgeoise a le tout à présent. La longue vue est vendue, bail, clientèle, mobilier, et la brave fille est partie m'attendre. Je te dirai bien où, car j'ai confiance en toi, mais cela ferait de la jalousie parmi les copains. Et tu te fies à ta bourgeoise. Les gentilshommes de fortune se fient généralement peu les uns aux autres, et ils ont raison, sois-en sûr. Mais j'ai ma méthode à moi. Quand un camarade me joue un pied de cochon, quelqu'un qui me connaît, je veux dire, il reste pas longtemps dans le même monde que le vieux John. Certains avaient peur de Pew, d'autres de Flint, mais Flint lui-même avait peur de moi. Il avait peur, malgré son arrogance. Ah, ce n'était pas un équipage commode que celui de Flint. Le diable lui-même aurait hésité à s'embarquer avec eux. Eh bien, tiens, je te le dis, je ne suis pas vantard, mais quand j'étais quartier-maître, ils n'avaient rien de l'agneau, les vieux flibustiers de Flint. Oh, tu peux être sûr de ton affaire sur le navire du vieux John. Eh bien maintenant, je peux te l'avouer, reprit le gars, la combinaison ne me plaisait pas à la moitié du quart, mais maintenant que j'ai causé avec toi, John, j'en suis. Top là. Tu es un brave garçon. Et fin avec ça, répliqua Silver en lui secouant la main, si chaleureusement que la barrique en trembla. Je n'ai jamais vu personne mieux désigné pour faire un gentilhomme de fortune. Je commençais à saisir le sens de leur expression. Un gentilhomme de fortune, pour eux, n'était ni plus ni moins qu'un vulgaire pirate, et le dialogue que je venais de surprendre parachevait la corruption de l'un des matelots restés honnêtes, peut-être le dernier qui fut à bord. Mais sur ce point, je devais être bientôt fixé. Silver lança un léger coup de sifflet, et un troisième individu survint qui s'assit auprès des 2 autres. Dick marche, lui dit Silver. Oh, je savais bien que Dick marcherait, prononça la voix du quartier-maître, Israël Hans. Ce n'est pas un imbécile que Dick. Il roula sa chique et cracha. Mais dis, cochon rôti, je voudrais bien savoir combien de temps nous allons rester à bouliner comme un bateau à provisions. Crénon, j'en ai plein le dos du capitaine Smollett. Il y a assez longtemps qu'il m'embête, tonnerre. Je veux aller dans la cabine, moi aussi. Je veux leurs cornichons, leur vin et le reste. Israël, dit Silver, tu n'as pas beaucoup de jugeote, et ce n'est pas du nouveau. Mais tu es capable d'écouter, je pense. Du moins, tes oreilles sont assez grandes. Alors voici ce que je dis.
Vous coucherez à l'avant, et vous aurez la vie dure, et vous filerez doux, et vous resterez sobre, jusqu'à ce que je donne l'ordre d'agir. Et tu peux m'en croire, mon gars. Et est-ce que je dis le contraire, grommela le quartier maître. Je demande seulement, pour quand est-ce? Voilà, tout ce que je dis. Pour quand? Par tous les diables, s'écria Silver. Eh bien donc, si tu veux le savoir, je vais te le dire. Pour quand? Pour le plus tard qu'il me sera possible. Voilà. Nous avons un navigateur de première classe, le capitaine Smollett, qui dirige pour nous ce sacré navire. Il y a ce chevalier, ce docteur, qui ont une carte, et le reste. Je ne sais pas où elle est, moi, cette carte. Toi non plus, n'est-ce pas? Alors donc, je veux que le chevalier et le docteur trouvent la marchandise, nous aident à l'embarquer, par tous les diables. Alors nous verrons. Si j'étais sûr de vous tous, double fils de Hollandais, j'attendrais pour faire le coup que le capitaine Smollett nous ait ramenés à moitié chemin. Mais quoi, nous sommes tous des navigateurs ici à bord, je pense, répliqua le jeune Dick. Dis plutôt que nous sommes tous des matelots de gaillards d'avant, trancha Silver. Nous pouvons tenir une route donnée, mais qui saura l'établir? Vous en seriez bien empêchés, tous autant que vous êtes, vous les gentilshommes de fortune. Si on me laissait faire, j'attendrais que le capitaine Smollett nous ait ramenés jusque dans les Alizés. Au moins comme ça, ni sacré faux calcul, ni rationnement à une cuillerée d'eau par jour. Mais je vous connais. J'en finirai avec eux sur l'île même, sinon, sitôt la marchandise à bord. Et c'est un vrai malheur. Mais vous n'êtes jamais content qu'après avoir bu. Mort de mes os, ça me dégoûte de naviguer avec des types comme vous. Doudou, Long John, protesta Israël. Qui donc te contredit? Hein, songez combien de navires j'ai vus à mariner comme prise et combien de vaillants gars séchés au soleil sur le quai des Potences. Tout ça pour avoir été aussi pressé, vous m'entendez? J'ai vu quelques petites choses en mer, moi. Si vous vouliez simplement tenir votre route et au plus près du vent, bientôt vous rouleriez en carrosse, oui. Mais à d'autres, je vous connais. Soit, vous aurez votre lampée de rhum demain, et allez vous faire pendre. Tu prêches comme un curé, John, c'est connu, rétorqua Israël. Mais d'autres ont su manœuvrer et gouverner aussi bien que toi, et ils admettaient la plaisanterie, eux. En tout cas, ils étaient moins hautains et moins cassants, ils acceptaient les observations en gai compagnons, tout cela. Ouais, reprit Silver. Et où sont-ils maintenant? Pew était de ce calibre, il a fini mendiant. Flint aussi, il est mort, tué par le rhum. Et Savannah, ha! C'étaient des types à la cool, eux. Seulement, où sont-ils? Mais, intervint Dick, quand nous les aurons à notre merci, qu'est-ce que nous ferons d'eux pour finir? Ah, voilà un garçon qui me botte, s'écria le cuisinier avec admiration. Ça s'appelle être pratique. Eh bien, votre avis? Les abandonner à terre? C'eût été à la manière d'England. Ou bien les égorger comme des porcs. C'est ce qu'aurait fait Flint ou Billy Bones. Billy était un homme à ça, convint Israël. Les morts ne mordent pas, qu'il disait. Bah, il est mort lui-même à présent. Il est renseigné là-dessus, tout au long. Et si jamais Rue de Marin entra au port, ce fut Billy. Tu dis bien, reprit Silver, rue des Prompes. Remarquez, je suis un homme doux. Je suis tout à fait galant homme, pas vrai? Mais cette fois c'est sérieux. Les affaires avant tout, camarade. Je vote la mort. Quand je serai au Parlement et roulant dans mon carrosse, je ne veux pas qu'un de ces avocats de mer de la cabine s'amène au pays à l'improviste, comme le diable à la prière. Mon principe est d'attendre, mais l'occasion venue, d'y aller ferme. John, s'écria le quartier maître, tu es un homme? Tu le diras. Israël, quand tu auras vu, je ne réclame qu'une chose, Trelawney. De ses mains-ci, je lui dévisserai du corps sa tête de veau. Dick, en gentil garçon, lève-toi et donne-moi une pomme pour m'humecter un peu le gosier. Imaginez ma terreur. J'aurais sauté dehors et pris la fuite si j'en avais trouvé la force, mais le cœur me manquait, aussi bien que les muscles. Au bruit, je compris que Dick se levait, mais quelqu'un l'arrêta. Bah, laisse donc ce fond de tonneau, John. Buvons un coup de rhum, ça vaudra mieux. Dick, acquiesça Silver, je me fie à toi. Il y a une mesure sur le baril, voici la clé. Tu empliras une topette et tu nous l'apportes. Devait être ainsi, j'y songeais, malgré ma terreur, que M. Harrow se procurait ces spiritueux qui l'avaient tué. Dick partit, Israël profita de son absence pour parler à l'oreille du coq. Je ne pus saisir que peu de mots, mais parmi ceux-ci, qui étaient d'importance, pas un seul des autres ne se joindra à nous. Donc, il y avait encore des hommes fidèles à bord. Dick, revenu, la topette passa de main en main, tous trois burent. L'un dit « À notre réussite », l'autre « À la santé du vieux Flint », et Silver prononça, sur un ton de mélopée « Je bois à nous, et tenez-le au plus près, beaucoup de butin et beaucoup de galettes. » À ce moment, une vague clarté m'atteignit au fond de ma barrique, je levai les yeux, vis que la lune était levée, argentant la hune d'Artimon, brillant sur la blancheur de la misaine. Presque en même temps, la vigie lança ce cri. « Terre !» Chapitre 12. Conseil de guerre.
Des pas précipités se ruèrent sur le pont. L'on sortait en toute hâte de la cabine du gaillard d'avant. Me glissant à la seconde hors de ma barrique, je me faufilai par derrière la misaine, fis un crochet vers la poupe, débouchai sur le pont supérieur, juste à temps pour rejoindre Hunter et le docteur Livesey, qui courait vers le bossoir du vent. Tout l'équipage s'y trouvait déjà rassemblé. Le brouillard qui nous entourait était levé, peu après l'apparition de la lune. Là-bas, dans le sud-ouest, on voyait 2 montagnes basses, distantes de 2 miles environ. Derrière l'une d'elles, en apparaissait une troisième, plus élevée, dont le sommet était encore engagé dans la brume. Toutes 3 semblaient abruptes et de forme conique. Je vis tout cela comme dans un rêve, car je n'étais pas encore remis de ma peur atroce de quelques minutes plus tôt. Puis j'entendis la voix du capitaine Smollett qui lançait des ordres. L'Hispaniola fut orientée de 2 quarts au plus près du vent, et mit le cap de façon à éviter l'île par son côté est. « Et maintenant, garçon, dit le capitaine, quand la voilure fut bordée, quelqu'un de vous a-t-il jamais vu cette terre-là ?»« Moi, monsieur, répondit Silver. Nous y avons fait de l'eau, avec un navire marchand sur lequel j'étais cuisinier. »« Le mouillage est au sud, derrière l'îlot, je suppose, interrogea le capitaine. Oui, monsieur, on l'appelle l'îlot du squelette. Cette île était autrefois un refuge de pirates et nous avions à bord un matelot qui savait tous les noms. Cette montagne nord, il l'appelait le mont de la Misaine. Il y a 3 sommets alignés au nord, du nord au sud, monsieur. Misaine, Grand Mât et Artimon. Mais le Grand Mât, c'est-à-dire le plus haut, avec un nuage dessus, il l'appelait d'ordinaire la Longue Vue, à cause d'une vigie qu'ils y postaient, lorsqu'ils venaient se réparer au mouillage, car c'est de là qu'ils repéraient les navires, monsieur, sauf votre respect. « J'ai ici une carte, dit le capitaine Smollett. Voyez si c'est bien l'endroit. » Les yeux de Long John flamboyèrent quand il prit la carte. Mais à l'aspect neuf du papier, je compris qu'il serait déçu. Ce n'était pas la carte trouvée dans le coffre de Billy Bones, mais une copie exacte, complète en tout point. Nom, altitude, profondeur, à la seule exception des croix rouges et des notes manuscrites. Si vif que fût son désappointement, Silver eut la force de le dissimuler. « Oui, monsieur, dit-il, c'est bien l'endroit, pour sûr. Très joliment dessiné. Qui peut avoir fait cela, je me le demande. Les pirates étaient trop ignorants, je suppose. Oui, voici, mouillage du capitaine Kidd. Juste le nom que lui donnait mon camarade de bord. Il y a un fort courant qui longe la côte sud, puis remonte vers le nord sur la côte ouest. Vous avez bien fait, monsieur, de courir au plus près et de nous tenir au vent de l'île. Du moins, si votre intention est d'atterrir pour vous parrainer. Il n'y a pas de meilleur endroit dans les parages. Merci, lui dit le capitaine Smollett. Je vous demanderai plus tard de nous donner un coup de main. Vous pouvez aller. J'étais surpris du cynisme avec lequel John avouait sa connaissance de l'île, et ce ne fut pas sans quelques appréhensions que je le vis s'approcher de moi. Évidemment, il ne savait pas que, dissimulé dans ma barrique de pommes, j'avais surpris son conciliabule, mais j'avais à ce moment conçu une telle horreur de sa cruauté, de sa duplicité, de sa tyrannie, que j'eus de la peine à réprimer un frisson quand il posa la main sur mon bras. « Eh, me dit-il, c'est un gentil endroit ici, cette île, un gentil endroit pour un garçon qui veut aller à terre. Tu te baigneras, tu grimperas aux arbres, tu feras la chasse aux chèvres, tu gambaderas sur les montagnes comme une chèvre, toi aussi. Vrai, cela me rajeunit, si j'allais en oublier ma jambe de bois. C'est une chose agréable, sois-en sûr, que d'être jeune et d'avoir ces 10 orteils. Quand l'envie te prendra de faire une petite exploration, tu n'auras qu'à prévenir le vieux John, il te préparera un encas à emporter avec toi. » M'ayant tapé sur l'épaule de la façon la plus affectueuse, il s'en alla clopinant, disparut dans le poste. Le capitaine Smollett, le chevalier et le docteur Livesey s'entretenaient sur le tillac, et pour impatient que je fusse de leur conter mon histoire, je n'osais les interrompre ouvertement. J'en étais toujours à chercher un prétexte plausible quand le docteur Livesey m'appela près de lui. Il avait laissé sa pipe en bas, et, fumeur enragé, il voulait m'envoyer l'acquérir. Mais dès que je fus assez près de lui pour lui parler sans risque d'être entendu, je lâchai tout à trac. « Docteur, laissez-moi dire. Emmenez le capitaine et le chevalier en bas dans la cabine, trouvez un prétexte pour m'y faire mander. J'ai de terribles nouvelles à vous apprendre. » Le docteur changea un peu de visage, mais un instant lui suffit pour se dominer. « Merci, Jim, dit-il très haut, comme s'il me posait une question. C'est tout ce que je voulais savoir. » Sur quoi, il tournait les talons, rejoignit ses 2 interlocuteurs, ils conversèrent un instant, et bien qu'aucun d'eux n'eût tressailli, ni même élevé la voix, il était clair que le docteur Livesey leur avait transmis ma requête, car au bout d'1 minute, j'entendis le capitaine donner à Job Anderson l'ordre de rassembler tout le monde sur le pont. « Mes gars, prononça le capitaine Smollett, j'ai un mot à vous dire. Cette terre que vous voyez est le but de notre voyage. Monsieur Trelawney est un gentilhomme très généreux, comme nous le savons tous. Il vient de me poser quelques questions sur vous, et comme j'ai pu lui affirmer que tout le monde à bord a fait son devoir du premier au dernier et à ma pleine satisfaction, eh bien, lui et moi, avec le docteur, nous allons descendre dans la cabine pour boire à votre santé et à votre succès à vous, tandis qu'on vous servira le grog dehors que vous boirez à notre santé et à notre succès à nous. Je vous le déclare, cela me paraît noble et généreux. Si vous êtes du même avis, vous allez pousser un bon vivat marin en l'honneur du gentilhomme qui nous abreuve. » Le vivat retentit, ce qui allait de soi, mais il s'éleva si nourri et chaleureux que, je l'avoue, j'avais peine à croire que ces mêmes hommes étaient en train de comploter notre mort.
Encore un vivat pour le capitaine Smollett cria Long John quand le premier fut apaisé. Et celui-là aussi fut poussé avec ensemble. Là-dessus, les 3 messieurs descendirent et peu après on vint dire à l'avant que Jim Hawkins était demandé dans la cabine. Je les trouvai tous 3 attablés devant une bouteille de vin d'Espagne et une assiette de raisins secs. Sa perruque sur les genoux, ce qui était chez lui signe d'agitation, le docteur fumait. La fenêtre de poupe était ouverte sur la nuit chaude et on voyait la lune se jouer dans le sillage du navire. « Allons, Hawkins, prononça le chevalier, vous avez quelque chose à dire ? Parlez. » Je m'exécutais, et aussi brièvement que possible, je rapportais dans tous ses détails le conciliabule de Silver. On me laissa aller jusqu'au bout, sans m'interrompre, et mes 3 auditeurs, complètement immobiles, ne quittèrent pas des yeux mon visage du commencement à la fin. « Jim, dit le docteur Livesey, prenez un siège. » Et ils me firent asseoir à leur table, me versèrent un verre de vin, emplirent mes mains de raisin, et tous 3, l'un après l'autre, chacun avec un salut, burent à ma santé en me félicitant sur ma chance et mon courage. « Capitaine, dit le chevalier, vous aviez raison, et j'avais tort. Je suis un sot, je l'avoue, et j'attends vos instructions. »« Pas plus un sot que moi, monsieur, répondit le capitaine. Je n'ai jamais ouï parler d'un équipage qui, ayant l'intention de se mutiner, n'en manifeste au préalable quelques signes permettant à quiconque a des yeux de le prévoir le coup et prendre des mesures en conséquence. »« Capitaine, dit le docteur, c'est le fait de Silver, un homme des plus remarquables. »« Il ferait remarquablement bien au bout d'une grande vergue, monsieur, riposta le capitaine. Mais nous m'avardons, cela ne mène à rien. Je vois 3 ou 4 points, avec la permission de monsieur Trelawney, je vais les énumérer. Vous êtes le capitaine, monsieur, dit avec noblesse Trelawney. C'est à vous de parler. Premier point, commença Smollett, il nous faut aller de l'avant, parce que nous ne pouvons reculer. Si je donne l'ordre de virer de bord, ils se révolteront aussitôt. Second point, nous avons du temps devant nous, au moins jusqu'à la découverte de ce trésor. Troisième point, il y a des matelots fidèles. Or, monsieur, comme il faudra en venir aux mains tôt ou tard, je propose de saisir l'occasion par cheveux, comme on dit, et d'attaquer les premiers. Le jour où ils s'y attendront le moins. Nous pouvons compter, je suppose, sur vos domestiques personnels, monsieur Trelawney. Comme sur moi-même. Cela fait 3. Avec nous, 7 en comptant Hawkins. Et quant aux matelots honnêtes, apparemment les seuls hommes de Trelawney, dit le docteur. Ceux qu'il a choisis lui-même avant de s'en remettre à Silver. Non pas, répliqua le chevalier. Hans était un des miens. Je me serais pourtant fié à lui, ajouta le capitaine. Et dire que ce sont tous des Anglais, éclata le chevalier. Pour un peu, monsieur, je ferais sauter le navire. Eh bien, messieurs, reprit le capitaine, ce que je puis vous dire, c'est n'est mieux. Ce que je puis vous dire de mieux n'est guère. Il nous faut mettre à la cape, si vous voulez bien, et faire bonne veille. C'est irritant, je le sais. Il serait plus agréable d'en venir aux mains, mais il n'y a rien à faire tant que nous ne connaîtrons pas nos hommes. Mettre à la cape et attendre le vent, tel est mon avis. Jim, que voici, dit le docteur, peut nous aider mieux que personne. Les hommes ne se méfient pas de lui, et Jim est un garçon observateur. Hawkins, ajouta le chevalier, je mets en vous une confiance énorme. Mais je percevais trop mon impuissance radicale, et je me sentis envahi par le désespoir. Et pourtant, grâce à un concours singulier de circonstances, ce fut en effet moi qui nous procurais le salut. En attendant, nous avions beau dire, sur 26 hommes, il n'y en avait que 7 sur qui nous pouvions compter, et de ces 7, l'un était un enfant, si bien que nous étions 6 hommes faits d'un côté, contre 19 de l'autre. Troisième partie, mon aventure à terre. Chapitre 13. Où commence mon aventure à terre. Quand je montais sur le pont le lendemain matin, l'île se présentait sous un aspect tout nouveau. La brise était complètement tombée, mais nous avions fait beaucoup de chemin durant la nuit, et à 7 heures, le calme plat nous retenait à un demi-mile environ, dans le sud-est de la basse côte orientale. Sur presque toute sa superficie s'étendaient des bois au ton grisâtre. Cette teinte uniforme était interrompue par des bandes de sable jaune garnissant les creux du terrain, et par quantité d'arbres élevés de la famille des pins qui dominaient les autres, soit isolément, soit par bouquets, mais le coloris général était terne et mélancolique. Les montagnes se dressaient par-dessus cette végétation, leurs pitons de roc dénudés. Tout était de forme bizarre, et la longue vue de 300 ou 400 pieds la plus haute de l'île offrait également l'aspect le plus bizarre, s'élançant à pic de tous côtés, tronqué net au sommet, comme un piédestal qui attend sa statue. L'Hispaniola roulait, bord sur bord, dans la houle de l'océan, les poulies grinçaient, le gouvernail battait, et le navire entier craquait, grondait et frémissait comme une manufacture. Je devais me tenir ferme au galhoban, et tout tournait vertigineusement sous mes yeux, car si j'étais assez bon marin lorsque l'on faisait route, rester ainsi à danser sur place comme une bouteille vide est une chose que je n'ai jamais pu supporter sans quelque nausée, en particulier le matin, et à jeun. Cela en fut-il la cause, ou bien l'aspect mélancolique de l'île, avec les bois grisâtres et ses farouches arêtes de pierre?
Ou le ressac qui devant nous rejaillissait avec un bruit de tonnerre contre le rivage abrupt? En tout cas, malgré le soleil éclatant et chaud, malgré les cris des oiseaux de mer qui pêchaient alentour de nous, et bien qu'on dût être fort aise d'aller à terre après une aussi longue navigation, j'avais, comme on dit, le cœur retourné, et dès ce premier coup d'œil, je pris en grippe à tout jamais l'île au trésor. Nous avions en perspective une matinée de travail ardu, car il n'y avait pas de trace de vent, il fallait mettre à la mer les canots et remorquer le navire, l'espace de 3 ou 4 miles pour doubler la pointe de l'île et l'amener par un étroit chenal au mouillage situé derrière l'îlot du squelette. Je pris part dans l'une des embarcations où je n'avais d'ailleurs rien à faire. La chaleur était étouffante et les hommes pestaient furieusement contre leur besogne. Anderson commandait mon canot, et au lieu de rappeler à l'ordre son équipage, il protestait plus fort que les autres. « Bah !» lança-t-il avec un juron. « Ce n'est pas pour toujours. » Et je vis là un très mauvais signe. Jusqu'à ce jour, les hommes avaient accompli leur travail avec entrain et bonne humeur, mais il avait suffi de la vue de l'île pour relâcher les liens de la discipline. Durant tout le trajet, Long John se tint près de la barre et pilota le navire. Il connaissait la passe comme sa poche, et bien que le timonier, en sondant, trouva partout plus d'eau que n'en indiquait la carte, John n'hésita pas une seule fois. « Il y a une chasse violente lors du reflux, dit-il, et c'est comme si cette passe avait été creusée à la bêche. » Nous mouillâmes juste à l'endroit indiqué sur la carte, à environ un tiers de mile de chaque rive. La terre d'un côté et l'îlot du squelette de l'autre, le fond était de sable fin. Le plongeon de notre ancre fit s'élever du bois une nuée tourbillonnante d'oiseaux criards, mais en moins d'une minute, ils se posèrent de nouveau et tout redevint silencieux. La rade était entièrement abritée par des terres entourées de bois dont les arbres descendaient jusqu'à la limite des hautes eaux. Les côtes en général étaient plates et les cimes des montagnes formaient à la ronde une sorte d'amphithéâtre lointain. 2 petites rivières, ou plutôt 2 marigots, se déversaient dans ce qu'on pourrait appeler un étang, et le feuillage sur cette partie de la côte était une sorte d'éclat vénéneux. Du navire, impossible de voir le fortin ni son enclos, car ils étaient complètement enfouis dans la verdure, et sans la carte étalée sur le capot, nous aurions pu nous croire les premiers à jeter l'ancre en ce lieu, depuis que l'île était sortie des flots. Il n'y avait pas un souffle d'air, ni d'autre bruit que celui du ressac tonnant à un demi-mile de là. Le long des plages, contre le récif extérieur, un relent caractéristique de végétaux détrempés, de troncs d'arbres pourrissants, stagnant sur le mouillage. Je vis le docteur renifler longuement comme on flaire un œuf gâté. « Je ne sais rien du trésor, dit-il, mais je gagerais ma perruque qu'il y a de la fièvre par ici. » Si la conduite des hommes avait été alarmante dans le canot, elle devint réellement menaçante quand ils furent remontés à bord. Ils se tenaient groupés sur le pont, à murmurer entre eux. Les moindres ordres étaient accueillis par un regard noir, exécuté à regret, avec négligence. Les matelots honnêtes eux-mêmes semblaient subir la contagion, car il n'y avait pas un homme à bord qui ne réprimât les autres. La mutinerie, c'était clair, nous menaçait comme une nuée d'orage. Nous n'étions pas les seuls, nous autres, du parti de la cabine, à comprendre le danger. Long John s'évertuait, allant de groupe en groupe, se répandait en bons avis. Personne n'eût pu donner meilleur exemple, il se surpassait en obligeance et en politesse, il prodiguait des sourires à chacun. Donnait-on un ordre? John arrivait à l'instant sur sa béquille avec le plus jovial « Bien, monsieur !» et quand il n'y avait rien d'autre à faire, il entonnait chanson sur chanson, comme pour dissimuler le mécontentement général. De tous les fâcheux détails de cette fâcheuse après-midi, l'évidente anxiété de Long John apparaissait la pire. On tint conseil dans la cabine. « Monsieur, dit le capitaine au chevalier, si je risque encore un ordre, tout l'équipage me saute dessus, d'un coup. »« Oui, monsieur, nous en sommes là. Supposez qu'on me réponde grossièrement. Si je relève la chose, les aspects entrent en danse aussitôt. Si je ne dis rien, Silver sent qu'il y a quelque chose là-dessous et la partie est perdue. Pour maintenant, nous n'avons qu'un seul homme à qui nous fier. »« Et qui donc ?» interrogea le chevalier. « Silver, monsieur. Il est aussi désireux que vous et moi d'apaiser les choses. Et ceci n'est qu'un accès d'humeur. Il leur fera vite passer s'il en avait l'occasion. Ce que je propose est de la lui fournir. Accordons aux hommes une après-midi à terre. S'ils y vont tous, eh bien le navire est à nous. Si personne n'y va, alors nous tenons la cabine et Dieu défendra notre bon droit. Si quelques-uns seulement y vont, notez mes paroles, monsieur, Silver les ramènera à bord, tout doux, comme des agneaux. » Il en fut décidé ainsi. On distribua des pistolets chargés à tous les hommes sûrs, on mit dans la confidence Hummer, Joyce, Redruth. Ils accueillirent la nouvelle avec moins de surprise et plus de confiance que nous ne l'avions attendu. Après quoi le capitaine monta sur le pont, harangua l'équipage. « Garçons, dit-il, la journée a été chaude et nous sommes tous fatigués, pas dans notre assiette. Une promenade à terre ne fera de mal à personne, les embarcations sont encore à l'eau, prenez les yawls et tous ceux qui le désirent s'en vont à terre pour l'après-midi. Je ferai tirer un coup de canon, une demi-heure avant le coucher du soleil. »
Ces imbéciles se figuraient sans doute qu'ils allaient se casser le nez sur le trésor aussitôt débarqué. Leur maussaderie se dissipa en un instant et ils poussèrent un vivat qui réveilla au loin l'écho d'une montagne et fit de nouveau partir une volée d'oiseaux criards alentour du mouillage. Le capitaine était trop fin pour rester près d'eux. Laissant à Silver le soin d'arranger l'expédition, il disparut tout aussitôt, et je crois que cela valait mieux. Fût-il demeuré sur le pont, il ne pouvait prétendre davantage ignorer la situation. Elle était claire comme le jour. Silver était le vrai capitaine, et il y avait avec lui un équipage en pleine révolte. Les matelots honnêtes, et nous acquîmes bientôt la preuve qu'il en restait à bord, étaient à coup sûr des êtres bien stupides. Ou plutôt, voici, je crois, la vérité. L'exemple des meneurs avait démoralisé tous les hommes, mais à des degrés divers, et quelques-uns, braves gens au fond, refusaient de se laisser entraîner plus loin. On peut être fainéant et poltron, mais de là à s'emparer d'un navire et massacrer un tas d'innocents, il y a de l'intervalle. L'expédition cependant fut organisée. 6 matelots devaient rester à bord, les 13 autres, y inclus Silver, commencèrent d'embarquer. Ce fut alors que me passa par la tête la première des folles idées qui contribuèrent tellement à nous sauver la vie. Puisque Silver laissait 6 hommes, il était clair que notre partie ne pouvait s'emparer du navire. Et puisqu'il n'en restait que 6, il était également clair que ceux de la cabine n'avaient pas un besoin immédiat de ma présence. Il me prit tout à coup la fantaisie d'aller à terre. En un clin d'œil, je m'esquivai par-dessus bord, me blottis à l'avant du canot le plus proche qui démarra presque aussitôt. Personne ne fit attention à moi, sauf l'aviron de proue qui me dit « C'est toi, Jim ?» Baisse la tête. Mais Silver, dans l'autre canot, tourna vivement la tête et nous héla pour savoir si c'était moi. Dès cet instant, je commençai à regretter ce que j'avais fait. Les équipes luttèrent de vitesse pour gagner la côte, mais l'embarcation qui me portait, ayant quelque avance et étant à la fois la plus légère et la mieux manœuvrée, dépassa de loin la concurrente. Et l'avant du canot s'étant enfoncé parmi les arbres du rivage, j'avais saisi une branche, sauté dehors et plongé dans le plus proche fourré. Silver et les autres étaient encore à 50 toises en arrière. « Jim, Jim !» l'entendis-je appeler. Mais vous pensez bien que je ne m'en occupais pas. Sautant, me baissant et me frayant un passage, je courus droit devant moi, jusqu'au moment où la fatigue me contraignit de m'arrêter. Chapitre 14. Le premier coup. J'étais si content d'avoir planté la Long John, et je commençais à me divertir et à examiner avec curiosité le lieu où je me trouvais sur cette terre étrangère. J'avais franchi un espace marécageux, encombré de saules, de joncs et de singuliers arbres paludéens, à l'aspect exotique, et j'étais arrivé sur les limites du terrain découvert aux ondulations sablonneuses. Long d'1 mille environ, parsemé de quelques pins et d'un grand nombre d'arbustes rabougris, ils rappelaient assez les chênes par leurs aspects, mais d'un feuillage argenté, comme celui des saules. À l'extrémité du découvert s'élevait l'une des montagnes, dont le soleil éclatant illuminait les 2 sommets aux escarpements bizarres. Je connus alors pour la première fois les joies de l'explorateur. L'île était inhabitée, mes compagnons, je les avais laissés en arrière, et rien ne vivait devant moi que des bêtes. Je rôdais au hasard parmi les arbres, ça et là fleurissaient des plantes inconnues de moi, ça et là je vis des serpents, dont l'un darda la tête hors d'une crevasse de rocher en sifflant avec un bruit assez analogue au ronflement d'une toupie. Je ne me doutais guère que j'avais là devant moi un ennemi mortel, et que ce bruit était celui de la fameuse sonnette. J'arrivai ensuite à un long fourré de ces espèces de chênes, des chênes verts comme j'appris plus tard à les nommer, qui buissonnaient au ras du sable, tels des ronces, et entrelaçaient bizarrement leurs ramures, serrées drues comme un chaume. Le fourré partait du haut d'un monticule de sable et s'étendait toujours en s'élargissant et augmentait de taille jusqu'à la limite du vaste marais plein de roseaux, parmi lesquels se traînait la plus proche des petites rivières qui débouchent dans le mouillage. Sous l'ardeur du soleil, une exaltation montait du marais. Les contours de la longue-vue tremblotaient dans la buée. D'un coup, il se fit entre les joncs une sorte d'émeute. Avec un cri rauque, un canard sauvage s'envola, puis un autre, et bientôt sur toute la superficie du marais, une énorme nuée d'oiseaux criards tournoya dans l'air. Je jugeai par là que plusieurs de mes compagnons de bord s'approchaient par les confins du marigot, et je ne me trompais pas, car je perçus bientôt les lointains et faibles accents d'une voix humaine qui se renforça et se rapprocha peu à peu, tandis que je continuais à prêter l'oreille. Cela me jeta dans une grande frayeur. Je me glissai sous le feuillage du chêne vert le plus proche, m'y accroupis aux aguets sans faire plus de bruit qu'une souris. Une autre voix répondit à la première, puis celle-ci, que je reconnus pour celle de Silver, reprit, continua longtemps d'abondance interrompue par l'autre à 2 ou 3 reprises seulement. D'après le ton, les interlocuteurs causaient avec vivacité, se disputaient presque. Mais il ne me parvenait aucun mot distinct. À la fin, les 2 hommes firent halte. Probablement ils s'assirent, car non seulement ils cessèrent de se rapprocher, mais les oiseaux même s'apaisèrent peu à peu et retournèrent à leur place dans le marais.
Et alors je m'aperçus que je négligeais mon rôle. Puisque j'avais eu la folle témérité de venir à terre avec ces sacripants, le moins que je puisse faire était de les espionner dans leur conciliabule, et mon devoir clair et évident était de m'approcher d'eux autant que possible sous le couvert propice des arbustes rampants. Je pouvais déterminer fort exactement la direction d'où se trouvaient les interlocuteurs, non seulement par le son des voix, mais par la conduite des derniers oiseaux qui planaient encore, effarouchés, au-dessus des intrus. M'avançant à quatre pattes, je me dirigeais vers eux, sans dévier, mais avec lenteur. Enfin, par une trouée du feuillage, ma vue plongea dans un petit creux de verdure, voisin du marais, étroitement entouré d'arbres, où Long John Silver et un autre membre de l'équipage s'entretenaient tête à tête. Le soleil tombait en plein sur eux. Silver avait jeté son chapeau près de lui sur le sol, et il levait vers son compagnon avec l'air de l'exhorter, son visage lisse et blond, tout verni de chaleur. « Mon gars, disait-il, c'est parce que tu t'estimes au poids de l'or, oui, au poids de l'or, sois-en sûr. Si je ne tenais pas à toi comme à de l'aigu, crois-tu que je serais ici, occupé à te mettre en garde? La chose est réglée, tu ne peux rien y faire, rien empêcher. C'est pour te sauver la tête que je te parle. Et si un de ces brutaux le savait, que deviendrais-je, Tom? Hein? Dis, que deviendrais-je? Silver, répliqua l'autre. Et non seulement il avait le rouge au visage, mais il parlait avec la raucité d'un corbeau et sa voix frémissait comme une corde tendue. Silver, tu es âgé. Tu es honnête, ou tu en as du moins la réputation. De plus, tu possèdes de l'argent. À l'inverse d'un tas de pauvres marins, tu es un brave, si je me trompe. Tu vas venir me raconter que tu t'es laissé entraîner par ce ramassis de vils sagouins? Non, ce n'est pas possible. Aussi vrai que Dieu me voit, j'en mettrai ma main au feu. Quant à moi, si je renie mon devoir... Un bruit soudain l'interrompit. Je venais de découvrir en lui l'un des matelots honnêtes. Et voici qu'en cet instant, un autre me révélait son existence. Au loin, sur le marigot, avait éclaté un brusque cri de colère, aussitôt suivi d'un second, puis vint un hurlement affreux, prolongé. Les roches de la longue-vue se répercutèrent en échos multipliés, toute la troupe des oiseaux des marais prit une fois de plus son essor et assombrit le ciel dans un bruit d'ailes tumultueux, et ce cri d'agonie me résonnait toujours dans la tête, alors que le silence régnait à nouveau depuis longtemps, et que la rumeur des oiseaux redescendant, le tonnerre lointain du ressac troublait seul la torpeur de l'après-midi. Tom avait bondi au bruit comme un cheval sous l'éperon, mais Silver ne sourcilla pas. Il restait en place, appuyé légèrement sur sa béquille, surveillant son interlocuteur comme un reptile, prêt à s'élancer. « John, fit le matelot en avançant la main. « Bas les pattes, ordonna Silver, qui sauta d'une demi-toise en arrière avec agilité et la précision d'un gymnaste exercé. « Bas les pattes si tu veux, John Silver. Ta mauvaise conscience, seule, qui te fait avoir peur de moi. Mais au nom du ciel, qu'est-ce que c'était que ça ?» Silver sourit, mais sans se départir de son attention. Dans sa grosse figure, son œil, réduit à une simple tête d'épingle, étincelait comme un éclat de verre. « Ça, répondit-il, et il me semble que ce devait être Alan. » À ces mots, l'infortuné Tom se redressa, héroïque. « Alan ?» Alors que son âme repose en paix, c'était un vrai marin. Quant à toi, John Silver, tu as été longtemps mon copain, mais tu ne l'es plus. Si je meurs comme un chien, je mourrai quand même dans mon devoir. Tu as fait tuer Alan, n'est-ce pas? Tue-moi donc aussi, si tu en es capable. Mais je te mets au défi. » Là-dessus, le brave garçon tourna le dos au coq et se dirigea vers le rivage. Mais il n'alla pas loin. Avec un hurlement, John saisit une branche d'arbre, dégagea sa béquille de dessous son bras, la lança à toute volée, pointe en avant. Le singulier projectile atteignit Tom en plein milieu du dos avec une violence foudroyante. Le malheureux leva les bras, poussa un cri étouffé et s'abattit. Était-il blessé, grièvement ou non? Je crois bien, à en juger par le bruit, qu'il eut l'épine dorsale brisée sur le cou. Mais Silver ne lui donna pas le loisir de se relever. Agile comme un singe, même privé de sa béquille, le coq était déjà sur lui, et par 2 fois enfonça son coutelas jusqu'au manche dans le corps sans défense. De ma cachette, je l'entendis ananer en frappant. J'ignore ce qu'est un évanouissement véritable, mais je sais que pour une minute, tout ce qui m'entourait se perdit à ma vue dans un brumeux tourbillon. Silver, les oiseaux, la montagne ondulaient en sous-sens devant mes yeux, et un tintamarre confus de cloches et de voix lointaines emplissait les oreilles. Quand je revins à moi, l'infâme, la béquille sous le bras, chapeau sur la tête, s'était ressaisi. À ses pieds, Tom gisait, inerte sur le gazon, mais le meurtrier n'en avait nul souci. Il essuyait à une touffe d'herbe son couteau sanglant. Rien d'autre n'avait changé, le même soleil implacable brillait toujours sur le marais vaporeux et sur les cimes de la montagne. J'avais peine à me persuader qu'un meurtre venait d'être commis là, et qu'une vie humaine cruellement tranchée un moment plus tôt sous mes yeux. John porta la main à sa poche, y prit un sifflet dont il tira des modulations qui se propagèrent au loin dans l'air chaud. J'ignorais bien entendu la signification de ce signal, mais il m'angoissa. On allait venir. On me découvrirait peut-être.
Ils avaient déjà tué 2 matelots fidèles. Après Tom et Alan, ne serait-ce pas mon tour? À l'instant, j'entrepris de me dégager et rampais en arrière vers la partie moins touffue du bois, aussi vite et silencieusement que possible. J'entendais les appels qu'échangeaient le vieux flibustier et ses camarades, et la proximité du danger me donnait des ailes. Sitôt sorti du fourré, je courus comme je n'avais jamais couru, peu m'importait la direction, pourvu que ma fuite m'éloignât des meurtriers. Et durant cette course, la peur ne cessa de croître en moi jusqu'à m'affoler presque. Personne, en effet, ne pouvait-il être plus irrémédiablement perdu. Au coup de canon, comment oserais-je regagner les embarcations parmi ces bandits encore sanglants de leurs crimes? Le premier qui m'apercevrait ne me tordrait-il pas le cou comme un poulet? Mon absence, à elle seule, ne me condamnait-elle pas à leurs yeux? Tout était fini, pensai-je. Adieu l'Hispaniola. Adieu chevalier, docteur, capitaine. Mourir de faim ou mourir sous le coup des révoltés. Je n'avais pas d'autre choix. Cependant, comme je l'ai dit, je courais toujours, et sans m'en apercevoir, j'étais arrivé au pied de la petite montagne à 2 sommets, dans une partie de l'île où des chênes verts croissaient moins drus et ressemblaient davantage à des arbres forestiers par le port et les dimensions. Il s'y emmêlait quelques pins solitaires, qui atteignaient en moyenne 50 pieds, et quelques-uns jusqu'à 70. L'air, en outre, semblait plus pur que dans les bas-fonds voisins du Marigot. Et voici qu'une nouvelle alerte m'arrêta court, le cœur palpitant. Chapitre 15. L'homme de l'île. Du flanc de la montagne, qui était ici abrupte et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et ricochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux tournèrent dans cette direction, j'entrevis la forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un homme, un singe? Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu. Je n'en savais pas davantage. Mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisais. Je me voyais à cette heure cerné de toutes parts, derrière moi les meurtriers, devant je ne sais quoi, embusqués. Dans un instant d'hésitation, je préférais les dangers connus aux inconnus. Comparé à cette créature des bois, Silver lui-même m'apparut moins redoutable. Je fis donc volte-face et, tout en regardant derrière moi avec inquiétude, retournai sur mes pas, dans la direction des canaux. Aussitôt la forme reparut, et, faisant un grand détour, parut s'appliquer à me couper ma retraite. J'étais lasse, certes, mais eusse été aussi frais qu'à mon lever, je vis bien qu'il m'était impossible de lutter de vitesse avec un tel adversaire. Passant d'un tronc à l'autre, la mystérieuse créature filait comme un daim. Elle se tenait sur 2 jambes, à la manière des hommes, mais je n'avais jamais vu faire à aucun homme, elle courait presque pliée en 2. Malgré cela, je ne pouvais plus douter. C'était un homme. Je me rappelais ce que je savais des cannibales, et fus sur le point d'appeler au secours, mais le simple fait que c'était un homme, même sauvage, suffisait à me rassurer, et ma crainte de Silver se réveilla en proportion. Je m'arrêtai donc, cherchant un moyen de salut, et à la longue le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur, je fis face à cet homme de l'île et marchai délibérément vers lui. Il venait de se dissimuler derrière un tronc d'arbre, mais il me surveillait attentivement, car au premier geste que je risquai dans sa direction, il reparut, fit un pas à ma rencontre, puis se ravisa, recula, s'avança de rechef, et enfin, à mon étonnement et ma confusion, se jeta à genoux et tendit vers moi des mains suppliantes. Je m'arrêtai à nouveau et lui demandai « Qui êtes-vous » ? « Ben Gunn, me répondit-il d'une voix rauque et embarrassée, comme le grincement d'une serrure rouillée. Je suis le pauvre Ben Gunn, oui, depuis 3 ans je n'ai pas parlé à un chrétien. Je m'aperçus alors que c'était un blanc, comme moi. Il avait des traits assez agréables. Sa peau, partout où on la voyait, était brûlée du soleil. Ses lèvres même étaient noircies. Ses yeux bleus surprenaient tout à fait dans un si sombre visage. De tous les mendiants que j'avais vus ou imaginés, c'est le maître, en fait de haillons. Des lambeaux de vieilles toiles à voile et de vieux cirés le revêtaient. Cette bizarre mosaïque tenait ensemble par un système d'attaches des plus variés et des plus incongrus. Boutons de métal, liens d'osier, nœuds de filin goudronnés. Autour de sa taille, il portait un vieux ceinturon de cuir à boucles de cuivre, qui était la seule partie solide de tout son accoutrement. « 3 ans, m'écriai-je, vous avez fait naufrage ?»« Non, camarade, répondit-il. Marronné. » Je connaissais le terme, et savais qu'il désignait un de ces horribles châtiments, usités chez les flibustiers, qui consiste à déposer le coupable avec un peu de poudre et quelques balles sur une île déserte et lointaine. Marronné depuis 3 ans, continua-t-il, et pendant ce temps j'ai vécu de chèvres, de fruits et de coquillages. À mon avis, n'importe où l'on se trouve, on peut se tirer d'affaire. Mais camarade, mon cœur aspire à une nourriture de chrétien. Dis, n'aurais-tu pas sur toi par hasard un morceau de fromage? Non. Ah, c'est sûr qu'il y a des nuits et des nuits que je rêve de fromage, grillé surtout. Et puis je me réveille, et je me trouve ici. Si jamais je peux retourner à bord, répliquai-je, vous aurez du fromage au quintal. Durant tout ce temps, il avait tâté l'étoffe de ma vareuse, caressé mes mains, examiné mes souliers, bref, manifesté un plaisir d'enfant, à voir auprès de lui un congénère. Mais mes derniers mots, il leva la tête, une sorte d'étonnement sournois.
Si jamais tu peux retourner à bord, répéta-t-il. Mais voyons, qu'est-ce qui t'en empêcherait? Ouais, ce n'est pas vous, je le sais. Sûrement non, s'écria-t-il. Mais tiens, comment t'appelles-tu, camarade? Jim. Jim. Jim, fit-il avec un plaisir évident. Eh bien tiens, Jim, j'ai mené une vie si brutale que tu aurais honte de l'entendre conter. Ainsi, par exemple, tu ne croirais pas que j'ai une mère pieuse à me voir. Ma foi, non, pas précisément. Tu vois, fit-il, eh bien j'ai tout de même eu une mère pieuse, remarquablement. J'étais un garçon poli, pieux, et je pouvais débiter mon catéchisme si vite qu'on n'aurait pas distingué un mot de l'autre. Voici à quoi cela aboutit, Jim. Cela a commencé en jouant à la fossette sur des tombes saintes. C'est ainsi que cela a commencé, mais ça ne s'est pas arrêté là, et ma mère m'avait dit et prédit le tout, hélas, la pieuse femme. Mais c'est la Providence qui m'a platée ici. J'ai médité à fond sur tout cela, dans cette île solitaire, et je suis revenu sur ma piété. On ne m'y prendra plus à boire autant de rhum. Juste un plein de dés en réjouissance, naturellement, à la première occasion que j'en aurai. Et je me suis juré d'être un homme de bien, et je sais comment je ferai. Et puis, Jim, il regardait autour de lui en baissant la voix, et me dit dans un chuchotement, « Je suis riche. » Je me doutais que le pauvre garçon fût devenu fou dans son isolement. Il est probable que mon visage exprimât cette pensée car il répéta son assertion avec véhémence. « Riche! Oui, riche, te dis-je! Et si tu veux savoir, je ferai quelqu'un de toi, Jim. Ah oui, tu béniras ton étoile, car oui, c'est toi le premier qui m'a rencontré. » À ces mots, une ombre soucieuse envahit tout à coup ses traits. Il serra plus fort ma main, leva les yeux d'un index menaçant et interrogea. « Allons, Jim, dis-moi la vérité. Ce n'est pas le navire de Flint ?» J'eus une heureuse inspiration. Je commençais à croire que j'avais trouvé un allié. Je lui répondis aussitôt. Ce n'est pas le navire de Flint. Flint est mort, mais je vais vous dire la vérité comme vous me la demandez. Nous avons à bord plusieurs matelots de Flint. Et c'est tant pis pour nous autres. Pas un homme a une jambe, haleta-t-il. Silver? Oui, Silver, c'était son nom. C'est le coq, c'est aussi le meneur. Il me tenait toujours par le poignet, et à ces mots, il me le tordit presque. Si tu es envoyé par Long John, je suis cuit, je le sais. Mais vous autres, qu'est-ce qui va vous arriver, croyez-vous? Je pris mon parti à l'instant, et en guise de réponse, je lui narrai toute l'histoire de notre voyage, la situation dans laquelle nous nous trouvions. Il m'écouta avec le plus vif intérêt. Quand j'eus fini, il me donna une petite tape sur la nuque. T'es un brave garçon, James. Vous êtes tous dans une sale passe, hein? Eh bien, vous n'avez qu'à vous lier à Ben Gunn. Ben Gunn est l'homme qu'il vous faut. Mais crois-tu probable, dis, que ton chevalier se montrerait généreux en cas d'assistance, alors qu'il se trouve dans une sale passe, remarque? Je lui affirmai que le chevalier était le plus libéral des hommes. Soit, mais vois-tu, reprit Ben Gunn, je ne voudrais pas qu'on me donne une porte à garder et un habit de livrée. Et le reste, c'est pas mon genre, Jim. Voici ce que je veux dire. Serait-il capable de condescendre à lâcher, mettons, 1 000 de livres sur l'argent qui est déjà comme sien à présent? Je suis certain que oui, il était convenu que tous les matelots auraient leur part. Et le passage de retour? Ajouta-t-il d'un air très soupçonneux. Voyons, le chevalier est un gentilhomme, et d'ailleurs, si nous venons à bout des autres, nous aurons besoin de vous pour nous aider à la manœuvre du bâtiment. Ça, je ne serai pas de trop. Et il parut entièrement rassuré. Maintenant, reprit-il, je vais te dire quelque chose. Je te dirai cela, mais pas plus. J'étais sur le navire de Flint lorsqu'il enterra le trésor, lui avec 6 autres, 6 forts marins. Ils furent à terre près d'1 semaine. Nous restâmes à louvoyer sur le vieux Valrus. Un beau jour, on aperçoit le signal, et voilà Flint qui arrive tout seul dans le petit canot, son crâne bandé d'un foulard bleu. Le soleil se levait, et Flint paraissait à contre-jour sur l'horizon d'une pâleur mortelle. Mais songe qu'il était là, lui, et ses compagnons morts, tous les 6, morts et enterrés. Comment il s'y était pris, nul de nous à bord ne put le deviner. Ce fut bataille en tout cas, meurtre et mort subite, à lui seul contre 6. Billy Bones était son premier officier, Long John son quartier-maître, et ils lui demandèrent où était le trésor. « Oh, qu'il leur dit, vous pouvez aller à la terre si ça vous chante. Et y rester, qu'il dit. Mais pour ce qui est du navire, il va courir la mer pour un nouveau butin, mille tonnerres. » Voilà ce qu'il leur a dit. Or, 3 ans plus tard, comme j'étais sur un autre navire, nous arrivions en vue de cette île. « Garçon, dis-je, c'est ici qu'est le trésor de Flint, atterrissons, cherchons-le !» Le capitaine fut mécontent, mais mes camarades de bord acceptèrent avec ensemble et débarquèrent. 12 jours ils cherchèrent, et chaque jour ils me traitaient plus mal, tant et si bien qu'un beau matin, tout le monde se retourne à bord. Quant à toi, Benjamin Guns, qu'ils me disent, voilà un mousquet, qu'ils disent, et une bêche, et une pioche, tu peux rester ici et trouver l'argent de Flint toi-même, qu'ils disent. Donc, Jim, j'ai passé 3 ans, ici, sans une bouchée de nourriture chrétienne depuis ce jour jusqu'à présent. Mais voyons, regarde-moi, est-ce que j'ai l'air d'un homme de l'avant? Non, que tu te dis. Et je ne le suis pas non plus, que je dis.
Là-dessus, il cligne d'un œil, me pince vigoureusement, puis reprit. Tu rapporteras ces paroles exactes à ton chevalier Jim. Il ne l'est pas non plus, voilà ses paroles. 3 ans il resta seul sur cette île, jour et nuit, beau temps et pluie. Parfois il lui arrivait bien de songer à prier, que tu diras. Et parfois il lui arrivait bien de songer à sa vieille mère, puisse-t-elle être en vie, que tu diras. Mais la plupart du temps, c'est ce que tu diras, la plupart du temps Ben Gum s'occupait à autre chose. Et alors, tu lui donneras un pinçon, comme je fais. Et il me pinça de rechef, de l'air le plus confidentiel. Alors, continua-t-il, alors tu te redresseras et tu lui diras ceci. Gunn est un homme de bien, que tu diras, et il a un riche coup plus de confiance, un riche coup plus, souviens-toi bien, dans un gentilhomme de naissance, que dans ces gentilshommes de fortune, en ayant été un lui-même. Bien, répliquai-je, je ne comprends pas un mot de ce que vous venez de dire. Mais il n'en est ni plus ni moins, puisque je ne sais comment retourner à bord. Oui, fit-il, ça, c'est le chien dent pour sûr. Mais il y a mon canot, que j'ai fabriqué de mes 10 doigts. Il est à l'abri, sous la roche blanche. Au pied, allez, nous pouvons essayer quand il fera noir. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Car à cet instant précis, bien que le soleil fût encore à 1 heure ou 2 à briller, tous les échos de l'île venaient de s'éveiller et retentissaient au tonnerre d'un coup de canon. Ils ont commencé la bataille, m'écriai-je. Suivez-moi. Et oubliant toutes mes terreurs, je me mis à courir vers le mouillage, tandis que l'abandonné, dans ses haillons de peau de chèvre, galopait, agile et souple, à mon côté. À gauche, me dit-il. Appuie sur ta gauche, camarade Jim. Va donc sous ces arbres. C'est là que j'ai tué ma première chèvre. Elles ne descendent plus jusqu'ici à présent. Elles se sont réfugiées sur les montagnes par peur de Ben Gunn. Ah, et voici le cimetière. Cimetière, voulait-il dire. Tu vois les tertres? Je viens ici prier de temps à autre quand je pense qu'il est à peu près dimanche. Ce n'est pas tout à fait une chapelle, mais ça a l'air plus sérieux qu'ailleurs. Et puis, dit, Ben Gunn était mal fourni. Pas de curé, pas même une Bible, pas un pavillon, dit. Il continuait de parler de la sorte tout en courant, sans attendre ni recevoir de réponse. Le coup de canon fut suivi après un intervalle assez long d'une décharge de mousqueterie. Encore un temps d'arrêt. Et puis, à moins d'un quart de mile devant nous, je vis l'Union Jack se déployer en l'air au-dessus d'un bois. C'est le pavillon britannique. 4e partie, la palanque.